Hey et bienvenue au 4e épisode de ce format. Je sais que j'ai récemment sorti l'épisode 3 et je ne suis pas fan de la publication d'épisodes du même format à la suite, mais le prochain téléchargement sera vraiment élaboré et je ne voulais pas passer une autre semaine sans téléchargement. J'ai aussi dit que je mettrais des vidéos sur ma deuxième chaîne, ce qui n'est pas encore arrivé. Je ne devrais plus faire de promesses. Je ne sais pas quand je pourrai mettre des vidéos là-bas car je manque de temps ce mois-ci, mais je finirai par commencer à en télécharger. Et une fois téléchargé, je serai très régulier. De plus, je suis assez proche de 1000 abonnés sur Twitter. Je sais que la plateforme est assez mauvaise, mais elle est assez utile pour contacter YouTube chaque fois que j'ai un problème, donc j'apprécierais que certains d'entre vous me suivent. Mis à part cela, comme toujours, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Celui-ci est complètement dingue. C'est un post vraiment court, mais qui semble définitivement réel. Il est écrit, en février 2012, je suis allé visiter la tombe de mon grand-père pour son anniversaire. Son décès a été une chose vraiment difficile à gérer pour moi, car il est décédé en mars 2011 et c'était encore très frais pour moi. Je m'agenouillais devant sa tombe, la tête baissée, en deuil et en pleurs. Quand mon corps est passé en mode danger imminent, j'ai levé les yeux pour voir un homme sortir en courant à toute vitesse des bois entourant le cimetière et je me suis forcé à rejoindre mon camion le plus rapidement possible sans que l'homme ne s'approche de moi. Le temps d'atteindre mon camion, il s'était rapproché à 15 mètres. Je suis monté, verrouillant la porte malgré son mécontentement apparent. Il a levé les mains en l'air, frustré, comme si son équipe préférée venait de perdre. J'ai démarré le camion et suis parti à toute vitesse, passant tout près de lui. Je n'ai pas rompu le contact visuel une seconde, et lui non plus. J'ai donc eu un très bon aperçu de son visage. Passons quelques années plus tard. Au travail, ennuyé, j'ai téléchargé une application contenant de nombreux articles sur le paranormal, les cryptides et les objets volants non identifiés. Alors que je parcourais les tueurs en série, je suis tombé sur un qui a fait chuter mon cœur. Israel Keyes. Il est surtout connu pour avoir ôté la vie d'une jeune fille mineure en Alaska, démembré son corps et jeté les morceaux dans un lac gelé. Il enterrait les kits à des endroits bien avant de commettre les crimes. Après l'incident en Alaska, il s'était rendu au Texas pour un mariage dans une ville pas trop loin de là où je vis et avait disparu pendant un moment et personne dans sa famille ne savait où il était. Il a été arrêté dans cette ville et emmené à la prison d'une ville voisine de la mienne avant d'être renvoyé en Alaska pour être jugé. Il y a environ un an, j'ai trouvé un livre à son sujet qui fournissait beaucoup des détails que j'ai donnés ici. Il a pris la vie de personnes pendant des années et personne ne sait quel est le véritable bilan des morts. À la fin du livre à son sujet, il décrit certains de ses endroits préférés pour enlever des gens. Parcs publics et cimetières. Je me demande souvent s'il y a un enfant enterré dans ces bois. Tu étais rapide, Israël, mais j'étais plus rapide et je suis content que nous ne nous soyons pas rencontrés officiellement. Après la publication initiale, il a apporté quelques clarifications supplémentaires. Modification. L'application sur laquelle j'étais ne semble plus exister. Elle s'appelait Paranormal News, mais celle qui se trouve dans le Google Play Store n'est pas la même. Pour clarifier, je n'étais pas très loin de mon camion, peut-être une trentaine de pieds, donc je n'avais pas à aller loin, mais j'ai presque lévité là-bas. Original Poster a également ajouté, dans une réponse qu'il ou elle n'était pas le seul à s'éloigner de lui, selon le propre livre d'Israël. Un autre point notable est que dans les réponses, Original Poster mentionne que le Federal Bureau of Investigation recherche activement ses enfants et les endroits qu'ils fréquentaient. Il prévoit de partager davantage de détails avec la police. Une autre personne sous cette réponse dit qu'elle a également eu une rencontre avec Israël. L'année dernière, le Federal Bureau of Investigation a révélé de nouveaux détails pour obtenir plus d'informations sur les déplacements et le lieu de résidence de cette personne. Voici un lien, depuis son arrestation, je l'ai reconnu. Ou du moins, j'en suis presque certain. Contrairement à vous, ma rencontre n'était pas effrayante. Mes voisins organisaient une fête. Il traversait la région, a entendu des gens faire la fête et a décidé au hasard de s'arrêter et de rentrer. D'habitude, ça ne nous aurait pas gênés, étant des étudiants profitant de la vie. Mais ça a effrayé les gens, surtout les filles. Même si cette fête a eu lieu en 2002 et qu'il n'a été arrêté que 10 ans plus tard, je suis presque sûr que c'était lui. Alors celui-ci est vraiment, à part, il vient d'un utilisateur nommé Papa Inquiète 1965. Il a posté sur Ascredit. Il dit « Je pense que mon fils adolescent a peut-être sodomisé notre chien. Je ne suis pas sûr de ce qu'il faut faire. Aidez-moi Reddit. Pour des raisons évidentes, c'est un compte jetable.
Mon labrador de 7 ans a eu un comportement très différent ces dernières semaines. Je ne sais pas par où commencer pour expliquer la situation. Je suppose que je pourrais le décrire comme distant et même déprimé. Il est normalement un chien extrêmement sociable et heureux, très joueur et énergique, etc. Il a commencé à se comporter de manière très renfermée et nerveuse autour des gens, même sa propre famille. Au début, j'ai un peu minimisé cela en pensant qu'il se sentait mal, mais après environ 1 semaine et demie, j'ai décidé qu'il avait peut-être besoin de voir un vétérinaire. Je l'ai amené hier et après un examen, le vétérinaire m'a dit qu'il pense que le chien a été sodomisé. Il avait subi des dommages légers, ce qui était cohérent avec ce type d'incident. Il a affirmé ne pas pouvoir imaginer que ces blessures soient survenues autrement. Donc, déjà maintenant, je suis assez contrarié et en quelque sorte en train de paniquer. Qui ferait ce genre de choses à un chien ? J'ai pensé à toutes les personnes qui avaient accès aux chiens et à mon jardin. J'ai pensé aux jardiniers, à mes voisins, etc. Les seules personnes qui vivent dans la maison sont ma femme, moi-même et notre fils adolescent. De retour chez moi, j'y ai réfléchi un moment. J'avais ce sentiment affreux dans l'estomac en pensant que cela aurait pu être mon fils. J'ai décidé de regarder autour de sa chambre. Je ne savais pas vraiment ce que je m'attendais à trouver, et je n'ai rien trouvé qui criait coupable jusqu'à ce que je décide de vérifier son historique de navigation. J'ai découvert qu'il avait récemment visité un forum de bestialité, et à côté de photos de ce genre de choses, j'ai eu l'impression que j'allais vomir. Bien que cela ne prouve rien de manière définitive, ça ne donne certainement pas une bonne image. Plus j'y pense, plus je suis convaincu que mon fils a eu des rapports sexuels avec notre chien. Je n'ai encore rien dit à ma femme ni agi à ce sujet. Je ne l'ai pas laissé seul avec le chien depuis, je suis totalement confus et bouleversé et je ne sais vraiment pas comment procéder avec ce Reddit. Je comprends que mon histoire semble folle, mais ce n'est pas une blague pour moi. Le père a fait de nombreuses modifications après cela. Avant de commenter, regardons la modification suivante. Merci pour vos conseils sincères, je sais que certains pensent que c'est une blague. Merci à ceux qui ont donné de véritables conseils. Je pense que je vais suivre vos conseils et le confronter à ce sujet en privé, sans impliquer ma femme. Ce sera une conversation difficile mais nécessaire. Mon seul souci c'est la possibilité qu'il ne soit pas coupable de cela et que quelqu'un d'autre l'ait fait. Je pense que nous devrions discuter de ce que j'ai découvert sur son ordinateur. Merci d'être là pour moi, Reddit. 2e édition. D'accord, mon fils vient de rentrer à la maison. Je vais avoir la conversation avec lui quand je pourrai avoir un moment seul et je reviendrai vous faire savoir ce qui s'est passé. 3e édition. D'accord, je viens de parler à mon fils. Merci encore à tous pour vos conseils incroyables et votre soutien avant de parler de notre conversation. Il y avait de nombreuses suggestions très utiles ici et j'ai suivi certains de vos conseils. Malgré tout, notre famille a dîné et fait nos activités nocturnes habituelles. Ma femme et moi avons regardé la télévision. Mon fils était dans sa chambre après le dîner comme tous les adolescents et le chien était évidemment avec moi. Après une attente interminable due à ma nervosité, ma femme s'est enfin couchée il y a environ 1 heure. Je suis alors allé dans la chambre de mon fils pour lui parler. J'ai essentiellement dit « Écoute, j'ai remarqué que le chien agissait bizarrement. Je l'ai emmené chez le vétérinaire. J'ai découvert que quelqu'un avait eu des rapports sexuels avec lui, une idée de ce qui aurait pu se passer. J'ai observé mon fils. Il avait l'air un peu nerveux mais feignait l'ignorance à ce sujet. Comme prévu, j'ai évoqué ce que j'avais découvert sur son ordinateur. Évidemment, cela l'a beaucoup contrarié et il s'est montré vraiment indigné que j'ai fouillé dans son ordinateur. C'est juste, je comprends. Mais je l'ai ramené au sujet et j'ai essayé d'être aussi compréhensif et paternel que possible et je lui ai simplement dit que quoi qu'il arrive, je ne vais pas le juger et il ne sera pas puni. J'ai juste besoin de connaître la vérité. Après environ 10 à 12 minutes, il finit par avouer avoir inséré à plusieurs reprises la poignée d'une brosse à cheveux et ses doigts dans le chien au cours d'une journée la semaine dernière. Il a dit qu'il ne voulait pas blesser le chien et a arrêté quand celui-ci a paniqué. Il a dit qu'il ne pensait pas lui avoir fait si mal et qu'il était trop gêné pour nous en parler ou agir à ce sujet. Je l'ai cru à ce propos, mais sa réponse sur les raisons précises de ses actions n'était pas très satisfaisante non plus. Je dois avouer que j'étais en quelque sorte soulagé d'apprendre qu'il n'était pas intime avec le chien. Nous sommes d'accord pour ne rien dire à sa mère, mais pour trouver une raison de lui dire qu'il a besoin de voir un thérapeute pendant un certain temps. Je lui ai promis de ne rien dire à sa mère, mais en y réfléchissant, je pense que je devrais peut-être revenir sur cette promesse. Pour l'instant, le chien reste avec la famille. Et bien sûr, je lui ai fait jurer haut et bas qu'il ne toucherait plus le chien de cette manière, sous peine de conséquences sévères. Il est trop tôt pour dire s'il éprouve des remords ou s'il est simplement humilié. C'était très inconfortable pour nous deux,
particulièrement pour mon fils. Je suis certain que nous pouvons tous l'imaginer. Merci infiniment pour votre soutien, vos conseils, votre compréhension et votre amour envers le chien et mon fils. Je dois avouer que certains d'entre vous m'ont fait rire malgré moi à quelques reprises. Merci encore Edith, 4e édition. Vu vos nombreuses préoccupations et votre aide, je ferai un point dans 1 à 2 semaines pour vous tenir au courant. Aujourd'hui, j'ai trouvé un thérapeute spécialisé auprès des adolescents. J'ai pris un rendez-vous préliminaire pour que mon fils aille lui parler. Je lui ai parlé de quelques problèmes, sans trop de détails. Pour l'instant, mon fils ne le sait pas, mais il sera utile qu'elle ait une idée de ce à quoi nous sommes confrontés. Mon chien n'est toujours pas au mieux de sa forme, mais semble faire des progrès. Je suis allé me promener avec lui aujourd'hui, il était plus enjoué que la semaine dernière. J'essaie aussi d'être particulièrement gentil avec lui, et le rire semble aider lentement à ramener le bonheur dans ses yeux. Je suis un peu agacé par ce qui s'est passé, mais montrer à mon fils que je suis trop contrarié pourrait être préjudiciable en ce moment. Nous devons découvrir pourquoi il pensait que c'était acceptable. Certains d'entre vous soulèvent un bon point sur le manche de la brosse. Je devrais lui demander de jeter la brosse. Étrangement, je n'y avais même pas pensé. Je vous donnerai une mise à jour sur la situation dans 1 semaine. Merci. Aucune mise à jour n'a suivi. De plus, quelques redditors dans les réponses soulignent quelques points sur l'histoire. Un utilisateur doute que l'explication de la brosse à cheveux soit la véritable raison de ce qui s'est passé. J'espère que ce n'est pas le cas. Certains ont aussi suggéré au père de sentir la brosse pour vérifier si elle correspond à l'histoire du fils. Un autre utilisateur de Reddit a une théorie différente. Il dit « Mettre vos doigts de brosse à cheveux là-haut était probablement juste un test pour voir ce que le chien supporterait avant de risquer quoi que ce soit. Délicat. » De plus, le père a mentionné un site web visité par le fils. Ce qui pour moi confirme pratiquement que le fils mentait, ou du moins ne disait pas toute la vérité. Peut-être que c'était une énorme coïncidence qu'il soit tombé par hasard sur ce site et que l'incident avec le chien se soit produit. Nous ne le saurons probablement jamais. Celui-ci m'a été recommandé plusieurs fois par le passé, mais je ne voulais pas consacrer une vidéo entière à cela depuis que j'ai commencé ce format. J'ai toujours voulu inclure cet utilisateur dans l'un des épisodes. L'utilisateur Lady Iris a fait des publications il y a environ 7 ans sur plusieurs comptes qui sont vraiment dérangés. Dans l'un de ses premiers messages, elle demande quelles sont les meilleures façons de causer un préjudice extrême à quelqu'un sans provoquer instantanément leur mort. Cette question ne semble pas si étrange si nous ignorons toute son historique de publication. En fait, elle a fait de nombreux posts sur plusieurs comptes, fantasmant sur le fait de tourmenter les gens. Elle éprouve également un plaisir étrange à voir les autres souffrir. La plupart des publications ont été faites sur le subreddit Morbid Questions et AskReddit. Je parlerai des plus intéressants dans ce qui suit. Ces premières publications ne sont pas si mauvaises, plutôt de la curiosité morbide. Cependant, plus nous approfondissons cela, plus il devient évident que Lady Iris a une très forte envie et désir de nuire aux autres. Certaines publications étant très graphiques, elles ne seront pas incluses dans cette vidéo. Celui-ci vient de AskReddit et se lit « Pourquoi à vos propres mots est-il moralement mal de prendre la vie d'une personne innocente ?» Les réponses évidentes sont « Vous ne devriez pas le faire, vous n'avez aucun droit de décider cela, etc. » Ces réponses à ces commentaires sont que les humains prennent cette décision pour les animaux tout le temps et qu'elle ne comprend pas vraiment la différence entre les humains et les animaux. Elle dit aussi que c'est purement un phénomène social et suggère que ce n'est pas immoral. En somme, c'est à peu près le début de sa rationalisation de ses tendances et pulsions. Dans un autre fil, elle demande ce que les gens feraient s'ils avaient envie de tuer quelqu'un. Son développement dans les réponses est intéressant. Cependant, les pensées elles-mêmes ne sont pas inconfortables. C'est une chose sadique pour moi. J'apprécie les pensées et elles me procurent un grand plaisir, mais c'est frustrant de ne pas pouvoir m'y adonner. Si je savais que je pourrais m'en sortir, je prendrais le risque. Mais je suis une personne trop négligente et je sais que je serai attrapé. J'ai une bonne vie et je ne veux pas la passer en prison. Dans une autre réponse, elle indique depuis combien de temps elle gère ses pulsions. Je vais avoir 26 ans en octobre. J'ai ces pulsions depuis que je suis enfant et elles n'ont fait que se renforcer avec l'âge. J'ai déjà parlé à des thérapeutes auparavant et rien de ce qu'ils ont fait n'a été d'une grande aide. La seule chose que je peux faire est de prendre des médicaments qui me rendent insensible et m'enlèvent tout plaisir. Elle affirme ne pas avoir suivi de thérapie depuis plus d'1 décennie.
Dans d'autres publications, celle souligne que ces pulsions ne visent jamais l'intimité. Je l'ai mentionné de nombreuses fois sur les deux comptes. C'est certainement un excitant et un énorme frisson pour moi de voir des gens souffrir ou mourir. Cependant, ce n'est pas intime dans le sens où je n'ai aucune attirance pour les victimes et je ne souhaiterais jamais m'engager ou être intime avec quelqu'un que je fais souffrir ou que je regarde se faire mal. En fait, l'acte ne m'intéresse pas du tout et je ne suis pas excité par le S&M et autres jeux de rôle consensuels. Mais le sentiment de pouvoir ultime sur quelqu'un, la pure cruauté de lui faire du mal contre sa volonté et le caractère délibérément mauvais de cela me donne une sensation orgasmique. C'est pourquoi je suis si obsédé par cela. C'est pourquoi je regarde des vidéos de personnes qui meurent et que je fais des publications à ce sujet. Juste voir ce que je veux faire écrit me rend excité. Honnêtement, les réponses ne font que devenir plus graphiques à partir de maintenant. Je m'arrête ici. Cela pourrait simplement être un provocateur ou un troll cherchant l'attention. Prenez donc l'historique des publications de cet utilisateur avec prudence. Ce dernier post, une longue histoire, vient de l'utilisateur Alexander Robb. Il a été partagé il y a quelques mois et se lit « Événements étranges dans les montagnes de l'État de Washington ». Je faisais de la randonnée dans la forêt nationale olympique il y a quelques années, par moi-même et mes 2 chiens. Nous étions là depuis 4 jours, à au moins 20 miles à vol d'oiseau d'une route de montagne connue. Je campais à environ 7000 pieds cette nuit-là, là où la ligne d'arbres commençait à s'éclaircir. Quand nous sommes arrivés au camping, une vaste prairie au sommet d'une montagne secondaire, il restait environ 1 heure avant le crépuscule. Mon gros chien court généralement aux alentours du camp pendant que je monte la tente, prépare le dîner, etc. Mais cette fois-ci, j'ai noté une différence. Il continuait à fixer la montagne escarpée remplie d'arbres, la queue droite et aboyant. Pas l'aboiement quand il voit des marmottes, pas les aboiements aigus, excités, mais plutôt des aboiements incertains, préoccupés. La veille, j'avais trouvé une note laissée sous un rocher au dernier repère, indiquant qu'il y avait un ours problématique dans la région qui harcelait un groupe de campeurs quelques jours auparavant. Et j'avais moi-même vu des traces de gros chats le jour précédent, donc j'étais légitimement préoccupé que cela puisse être quelque chose de plus. J'ai décidé d'aller grimper sur certains des rochers au pied de la colline pendant que je prenais un peu de temps pour regarder la pente pour y déceler un mouvement avant d'aller y accrocher mon sac à ours. C'étaient les seuls arbres alentours où accrocher le sac. Je n'ai rien vu ni entendu, mais mon chien gémissait doucement, comme s'il y avait quelque chose là-haut. Malgré mon inquiétude, je commence à grimper la colline escarpée pour accrocher le sac. C'était si escarpé que je devais m'appuyer sur les arbres pour garder l'équilibre et éviter de dégringoler, avant de faire encore 5 à 6 pas vers le prochain arbre contre lequel je pouvais m'appuyer. Quoi qu'il en soit, je monte cette colline riche, sautant d'arbre en arbre pour garder mon équilibre. Et puis je monte à environ 100 pieds sur la colline, et j'entends beaucoup de grands mouvements à environ 50 pieds devant moi. Mon chien passe immédiatement d'un grognement profond et bas à un aboiement sauvage et baveux maintenant. Mon cœur commence à battre la chamade, et je commence à paniquer. 1 million de pensées traversent ma tête en quelques secondes. Parce que si c'est un ours, mon chien va essayer de me sauver, et il mourra probablement. Et je suis coincé ici. Si je dois descendre rapidement de cette colline, je vais presque à 100% trébucher et tomber de la falaise de 12 à 15 pieds sur les rochers en dessous. Comme des centaines de rochers de 5 à 20 pieds. Donc je me sens assez foutu maintenant. Puis j'entends mon autre petit chien aboyer et paniquer à mon campement qui était juste hors de vue. Je l'avais enfermée dans ma tente pour éviter qu'elle ne s'égare durant mon absence. Donc oui, je suis absolument en panique à ce moment-là. Quelques instants plus tard, je suis revenu à moi. Et j'ai pris quelques secondes de plus pour commencer à mettre mes priorités de survie en ordre et appeler mon chien vers moi. Il vient s'asseoir contre mes pieds, mon dos appuyé contre un arbre. Je suis coincé là pour le moment. Mais mon chien semblait essayer de me séparer de quelque chose là-haut, alors je le laisse se pencher contre moi pendant que j'essaie de me ressaisir. C'est à ce moment que j'ai réalisé que j'avais complètement oublié que j'avais ma lampe frontale allumée pendant que je tendais la main pour allumer ma lampe. J'ai pratiquement frappé mon visage. Je ressens une forte montée d'adrénaline en ce moment au point que mes genoux tremblent. J'ai allumé ma lampe et scruté le haut de la colline, espérant voir un reflet dans les yeux de la créature. Rien, mais nous avions tous les deux entendu quelque chose, et quoi que ce soit, ça n'avait pas réussi à s'échapper ou ne semblait pas être allé très loin. Je savais qu'il y avait quelque chose là-bas. Je suis donc inébranlable à ce stade. Je dois connaître ce qui se trouve là-haut car je dois y dormir cette nuit. Et vous savez, je suis seul au milieu de nulle part. Mieux vaut l'affronter que d'attendre toute la nuit.
Alors que je regarde cette colline, mon chien se précipite en avant, me libérant. Il fait une fausse charge de bluff en montant la colline sur environ 15 pieds, et je veux dire qu'il gronde et écume à la bouche à ce moment-là. Alors qu'il le fait, je vois enfin du mouvement. Au coucher du soleil, un mouvement rompt la ligne d'horizon. Le bluff de mon chien a révélé sa cachette. Donc, je suis concentré. Je rappelle mon chien et observe en silence. Ce que je vois me brise le cœur. Un homme était accroupi à 23 mètres droit devant moi, portant non pas des vêtements de camouflage, mais des trucs délabrés avec une capuche qui se fondait parfaitement dans l'environnement. Presque comme un camouflage improvisé, mais avec le visage exposé. Je ne pouvais pas voir ses yeux et son visage était couvert de saleté, mais je savais que nous nous regardions droit dans les yeux à ce moment-là. Alors je fixe pendant ce qui semble être des minutes. Pas de mots. J'avais l'impression d'essayer de transmettre inconsciemment que j'allais tenir bon. Je voulais qu'il sache que je l'avais vu, mais je suppose que j'étais trop secoué pour parler. Alors que je fixais, mon petit chien a recommencé à aboyer de peur au camping. Je devais descendre de la colline avant la nuit tombée, sinon je risquais de me blesser gravement, voire de mourir en redescendant. Avec prudence, je descendais la colline avec mon chien récalcitrant mais obéissant. De temps à autre, je m'arrêtais, le dos contre un arbre pour me soutenir, et regardais à nouveau dans cette direction, pour confirmer que je l'avais bien vu. Et finalement, j'arrive aux rochers en bas. Au moment où j'ai finalement sauté et touché les rochers, mon petit chien avait arrêté d'aboyer. Je ne pouvais voir que le sommet de ma tente depuis le bas des rochers. Je croyais qu'elle aboyait sans raison ou seulement pour répondre à mon chien. Mais quand je suis arrivé là-bas, mon petit chien avait réussi à sortir de la tente et se promenait autour du camp en grognant avec sa queue dressée droit devant elle. Essayant de rester calme, j'ai acquiescé. Elle a probablement passé son nez entre les fermetures et s'est frayé un chemin. Pourtant, j'étais certain d'avoir complètement fermé la porte de la tente. Alors, dans un mélange de terreur, de colère et le sentiment de devoir faire quelque chose, j'ai fouillé dans mon sac de jour et sorti mon 40. Au coucher du soleil, j'ai tiré un coup en l'air, suis entré dans ma tente sans manger et ai dormi avec mon arme près de moi jusqu'à l'aube. Dès que le soleil s'est levé, je rangeais mes affaires et je partais, redescendant la montagne. C'est nul, c'était tout en descente pour le retour, mais je n'arrivais toujours pas à couvrir le terrain pour retourner à ma voiture en une journée. Il faisait noir quand je suis arrivé au dernier camp, à environ 4 miles de mon véhicule. Mais heureusement, il y avait d'autres personnes là-bas. Nous nous sommes assis autour de leur feu, me sentant soulagé et en sécurité. Ils me disent qu'ils prévoient d'aller là où j'étais la nuit d'avant au matin. Je leur raconte mon histoire en détail. Nous retournons tous les deux à nos voitures le matin. Vissé tout ça, ce qui me fait toujours peur à ce jour, c'est quand je suis rentré chez moi et que j'ai commencé à lire les avis sur la même randonnée que j'ai faite. D'autres ont vécu des expériences similaires à la mienne. Même un homme décédé retrouvé suite à une chute autour de la même chaîne de rochers il y a 2 ans, et une femme qui a perdu la vie l'année dernière. J'ai dû corriger de nombreuses phrases, mais ça ressemble à une vraie histoire. Si le gars qu'il a vu est lié au décès de ces 2 personnes qu'il a mentionnées à la fin de son histoire n'est pas clair, mais c'était certainement une lecture intéressante. Merci à tous les patrons et soutiens ici, j'apprécie énormément. Je vous verrai la prochaine fois. Au revoir.